Doué sur son pied droit, Doué, la barre, et Barcola ensuite pour le réveil parisien. Qui a décalé Kvaratskhelia, pied gauche pour Kvaratskhelia qui après 20 minutes de jeu électrise le Parc des Princes. Petit ballon, magnifique pour Vitinha, magnifique pour Vitinha qui a donné à Kylian Mbappé le retrait pour Araujo, ça revient vers Dembélé, la fin de frappe, le crochet pour Ousmane Dembélé. Lolo Débrief Show. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes méga super bien. La saison 3, bien sûr, a recommencé. Je t'invite à aller voir, bien sûr, le premier épisode de la saison que nous avons fait avec Mika 9.1, bien sûr. Donc, je t'invite, si tu ne connais pas le principe de Lolo Débrief Show, à venir me suivre, bien sûr, sur toutes les plateformes qui sont disponibles et qui sont dans les descriptions. Donc, que ça soit à la fois sur TikTok, Instagram, Twitter, Lolo Débrief Show, tout accroché. Et vous allez voir, je serai disponible partout. Enfin, bref. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, comme d'habitude, à un moment où tu m'écoutes, peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es au travail, peut-être que tu es au sport, peut-être que tu es, je ne sais pas, en repos, en tété, bref, en tout cas, merci de continuer à nous suivre et de continuer à me suivre, ça me fait super plaisir. Il fallait qu'on parle du match qui s'est passé contre Aston Villa. Oui, on s'est parlé il y a une semaine, on était avec Mika en train de débriefer du coup l'avant-match en fait de ce PSG Aston Villa et qui s'est bien sûr déboulé sur un 3-1, victoire du Paris Saint-Germain assez tranquille. Le Paris Saint-Germain se fera un petit peu peur au tout début du match avec cette ouverture du score de Rodgers, mais qui va au final, plus le match va avancer et plus va remettre les pendules à l'heure. Ça a été un match qui a été un petit peu plus compliqué puisque depuis une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Le Paris Saint-Germain est devenu champion de France aussi, contre Angers. Mais à la suite de ce match-là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est surtout l'explosion de plusieurs joueurs. À la fois Kvaratskhelia, qui devient de plus en plus influent dans ce jeu, qui est vraiment d'une qualité plus que incroyable. Je pense que techniquement parlant, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un joueur qui, sur le front de l'attaque, était aussi fort. Je ne parle pas de Mbappé, je ne parle pas d'un Neymar, je parle peut-être de la qualité technique, je ne sais pas si vous voyez, d'un André Di Maria. D'un mec qui fait la différence dans les derniers espaces, que ça soit à travers la passe, à travers la course ou à travers le fait qu'il soit adroit face au but. Puisque sur le peu d'actions quand même qu'on peut voir, Visha Kvaratskhelia, quand même, ça reste quand même très très fort, hein. Il faut qu'on arrive à se le mettre dans le crâne. Et on voit que même sur même pas 6 mois, le mec, les gars, on va pas se mentir, mais il est quasiment à, je crois, 10-12 goal assists en peu de temps, sachant qu'il a mis à peu près un mois pour pouvoir se mettre en route et qu'il puisse commencer réellement en fait à engranger un petit peu plus d'expérience et surtout d'automatisme dans cette équipe-là, avec à la fois Nuno Mendes, ou quand il jouait aussi en faux neuf. Donc je trouve que c'est une très très bonne recrue qui a été faite en tout cas au Paris Saint-Germain. Il est en train de montrer la quintessence de ses qualités aujourd'hui et je pense qu'il n'est qu'à son début, vraiment, il n'est vraiment qu'à son début. Et que comme je l'ai dit dans l'ancien podcast, chaque moment du Paris Saint-Germain, il y aura un homme fort. On l'a eu avec Barcola, on l'a eu avec Ousmane Dembélé, on l'a vu avec Désiré Doué qui est là actuellement dans un moment où il est intouchable. Je pense que pour cette fin de saison, il va falloir compter à la fois sur Désiré Doué et à la fois aussi sur Visha Kvaratskhelia, qui je pense va débloquer grâce à sa qualité technique, grâce à son déplacement, grâce à ses retours défensifs, parce que moi ça m'a énormément choqué depuis ma télé avec les potes quand on regardait le match. Je ne sais pas si vous voyez une petite image, je crois que c'était en deuxième mi-temps ou en première, où il vient défendre quasiment en tant que latéral droit à la place d'Hakimi. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques années, on était là à pleurer parce qu'on avait les 3 mecs de devant qui ne défendaient pas. Et là, on a un mec qui prend du plaisir à défendre son équipe, qui à défendre son camp, à défendre son propre but, et qui après va faire des efforts inconsidérés pour pouvoir attaquer. Je trouve ça exceptionnel en tout cas. En tout cas, ça a été une des très bonnes choses que j'ai pu voir et que j'ai pu remarquer dans ce match contre Aston Villa. Deuxième chose qui a été très remarquée pour revenir un petit peu plus dans ce débrief, puisque c'est le but un petit peu de ce Lolo débrief show, hein, bien sûr, entre les matchs, entre les semaines, c'est l'impact de Désiré Doué. Ouais, il faut vraiment qu'on puisse se le rentrer en tête que ce mec-là, le Paris Saint-Germain, et je pense vous en tant qu'auditeur, il va falloir que vous mettiez quelque chose en tête, vous en tant que supporter, on a recruté une pépite.
une pépite générationnelle. C'est ce mec-là, c'est juste qu'il ne joue pas peut-être attaquant de métier, mais au milieu de terrain, les gars, ça va être très fort. Il va falloir compter sur lui. S'il continue à être très bien entouré, il va falloir compter sur lui sur le plan européen, sur la scène internationale, sur la scène en équipe de France. C'est un mec, c'est un crack. Et pourtant, dans sa génération, donc il faut savoir que c'est de la génération des Matistel, hein, Matistel, dans cette génération-là, était considéré comme le plus fort. Bon, on voit la trajectoire, hein, tout dépend exactement de la trajectoire des carrières que vous souhaitez faire. Mais Matistel, qui aurait pu rentrer notamment de ce collectif-là, regardez ce que ça donne avec Désiré Doué. Désiré Doué, il va falloir qu'on se mette vraiment dans le cerveau que ce mec-là est vraiment d'une qualité qui est plus qu'exceptionnelle. Et ce qu'il arrive à faire sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très fort. À la fois à l'origine de son but, la disponibilité qu'il avait à travers les lignes défensives d'Aston Villa, le fait que physiquement parlant, on n'en parle pas, mais c'est une bête de foire. Le mec fait des efforts incroyables à la fois pour défendre, attaquer. Le ballon que je vois qu'il récupère dans les pieds de Rodgers ou de Marcus Rashford pour pouvoir après repartir à l'attaque directement, et ce qui donne après sur la contre-attaque, je crois, du but de Visha Kvaratskhelia. Les gars, faut faire attention, hein, ce mec-là est vraiment extrêmement fort. Donc, je pense que il va falloir vraiment qu'on se mette à l'idée que ce gars-là, il va falloir l'accompagner, qu'il va falloir qu'il continue à épurer son déchet. Donc, il va falloir qu'on soit très, 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 bah, déjà, oui, précieux, mais il va falloir qu'on fasse super attention à la façon dont il est. Mais aujourd'hui, de ce qu'on raconte, de ce qu'on voit et de ce qu'il nous donne, en tout cas comme sensation, je trouve vraiment que c'est un joueur qui est vraiment, qui commence à rentrer pas dans son prime, mais ce qu'il arrive à nous montrer en fait à son âge, je trouve que ça reste quand même exceptionnel. Donc c'est pour ça que je mettrais que dans ce match-là, ça reste, bah, pour moi, l'une des performances qui aura été bien plus au-dessus que la moyenne. Je m'attendais à voir un petit peu plus de lui, mais vraiment, ce qu'il nous a montré, c'était vraiment très très fort. Donc, bravo en tout cas à Désiré Doué. Et dans l'homme du match qui a été désigné par l'UEFA, je ne l'aurais pas donné à Gvara. Moi, personnellement, je l'aurais donné à Désiré Doué, mais je pense que tu ne le donnes pas à Désiré parce qu'il ne finit pas le match. Il sort à la 65e. Donc, c'est ce qui ternit un petit peu sa prestation. Si tu l'avais laissé, je pense, sur les 90 minutes, il aurait vraiment fait beaucoup de mal. Il y a plusieurs actions où il avait fait très très mal à la fois aux défenseurs et il aurait pu faire encore plus mal à Emiliano Martinez. Si tu l'avais laissé, je pense qu'il s'en serait tiré avec un doublé ou au moins un but, une passe D. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ça s'est bien passé pour le Paris Saint-Germain, donc c'est la meilleure des manières. Deuxième chose aussi, ou en tout cas troisième chose qui m'a surtout beaucoup plu pendant ce match, donc c'est l'activité de Nuno Mendes, qui sur son côté gauche, on l'aura vu hein, à l'origine de cette mauvaise concentration qu'il a pu avoir pendant le match, notamment, et qui était l'origine du but, avec la récupération de Maguine dans les pieds. Et au fur et à mesure, quand le match a avancé, bah, on a vu que bah, le Nuno Mendes montait en puissance, à la fois offensivement, à la fois défensivement. On voit beaucoup plus de concentration, et je pense que c'est quelque chose qui est énormément à souligner dans les prochaines semaines à venir, puisque si tu veux partir à l'attaque, notamment face à des très grosses équipes, il va falloir compter sur un Nuno Mendes qui soit très concentré à la fois offensivement et défensivement. On l'a vu que même pendant la saison, vous avez vu hein, Achraf Hakimi qui a commencé très fort, qui reste quand même sur un très bon niveau, hein, que ce soit défensif ou offensif, commence un petit peu plus à perdre son activité. Et on voit qu'il est un peu remplacé par l'activité et la montée en puissance de Nuno Mendes. Donc c'est pour ça que moi, dans ce collectif, ce que j'aime beaucoup avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que chaque joueur va avoir un moment où il va être plus fort, et quand le Paris Saint-Germain va peut-être perdre un petit peu plus, va être rattrapé par ce collectif qui va pousser encore plus à la concurrence. Si ce n'est pas les remplaçants, si ce n'est pas un remplaçant en puissance, ça va être un titulaire qui va être un petit peu moins mis en valeur. On l'a vu avec João Neves qui a fait un très très gros début de saison, puis là on voit un Vitinha qui commence à revenir un peu sur les plans de devant. On a vu au début, comme je le disais, avec Ousmane Dembélé, Barcola qui était vraiment un peu plus en avant, et là on voit un Désiré Doué qui vient pousser, un Achraf Hakimi qui était sur une cadence exceptionnelle, quasiment aller jusqu'à Liverpool, on va dire. Et puis là, Liverpool, on voit que ça commence un petit peu à baisser, mais ça reste quand même très très fort, à la fois défensivement et offensivement. Enfin voilà, en fait, il y a toujours des moments où le Paris Saint-Germain va être plus ou moins fort. Et quand il va être un peu moins fort, c'est le collectif qui va pouvoir rattraper la chose.
Donc c'est là où je suis très très content de ce qui est produit actuellement par le Paris Saint-Germain et de ce qui est fait aussi actuellement. Est-ce que j'ai été déçu de ce que nous a proposé Aston Villa? Oui et non. Connaissant Unai Emery, oui j'ai été légèrement déçu parce que je m'attendais à voir un Aston Villa un petit peu plus protagoniste, même si on rentre un peu plus dans l'analyse, par rapport aux derniers matchs qui ont été faits, et les derniers gros matchs en fait qui ont été faits par Aston Villa, que ça soit en championnat contre Liverpool, là où ils font 2-2, que ça soit le match contre le Bayern où ils gagnent 1-0, bah, ce sont en fait des matchs, si on rentre dans l'analyse, où ils ont quasiment joué de la même manière. C'est juste que Luis Enrique, bon, en tout cas Luis Enrique, pardon, Unai Emery réussit à s'adapter un petit peu plus et un peu moins rigide qu'avant. Là où au Paris Saint-Germain, il prônait énormément la possession, le contre-pressing, la verticalité dans le jeu. Là, on voit qu'il arrive à quand même un petit peu plus s'adapter, faire en sorte que son équipe puisse souffrir, mais je pense qu'il le fait aussi parce qu'il s'adapte avec les joueurs avec lesquels il a. Est-ce que s'il est avec une équipe du Paris Saint-Germain comme Luis Enrique, il ferait le même jeu? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, de ce que je vois et de ce que nous sommes en train de voir de Unai Emery, de sortir une équipe comme Villa dans les phases qualificatives de poule dans le premier groupe, et puis surtout après de se qualifier et d'arriver à se qualifier jusqu'au quart de finale, pour moi, ça reste pas loin d'un exploit, mais ça reste une très très grande réussite. Et pour Villa, je pense que le plus important, c'est de pouvoir se concentrer sur la prochaine Ligue des Champions, se concentrer sur potentiellement les places qualificatives, parce qu'au final, ils ne sont pas si loin que ça. Et je pense que ça peut être même pour eux le moyen de pouvoir retrouver, pourquoi pas, d'accéder plus facilement à la Ligue des Champions, plus rapidement. À rappeler hein, qu'actuellement ils sont septième du classement avec 54 points. Le quatrième pour l'instant qui est directement qualifié pour la Ligue des Champions, c'est Newcastle à 2 points de plus, donc ils sont à 56 points. Donc Aston Villa, ça reste pas non plus mort. Ils ont aussi un calendrier en première ligue qui reste compliqué, mais qui, bon, à voir ce que ça peut donner avec les blessures et autre chose. Ils vont recevoir Newcastle, ils vont aller à Manchester City, ils vont après derrière avoir le match en FA Cup avec la demi-finale contre Crystal Palace, et puis après ils vont recevoir Fulham, ils vont aller à Bournemouth, recevoir Tottenham et aller à Manchester United. Donc ça reste assez costaud. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. En tout cas, à voir. Peut-être avec un Aston Villa qui sera concentré entièrement sur la première ligue, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être un peu plus intéressant. Donc à voir ce que ça pourrait donner sur ces éléments-là. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, moi, c'est ce qui m'aura le plus marqué depuis une semaine et de ce qui s'est passé. Ah oui, tant que ça, puisque autant en parler, hein, puisque bien sûr, c'est le but du podcast, c'est de faire un petit point aussi sur les actus foot qui se sont passés un peu en général. On reste un peu plus sur le PSG, à savoir, bien sûr, hein, la grosse bombasso qui est arrivée du coup courant de fin de semaine dernière après le match, bien sûr, et même un petit peu avant le match. Bah, c'est Mbappé bah, qui, à titre conservatoire, en fait, saisit déjà 55 millions d'euros suite à l'affaire bah, de ce qui s'était passé et bah, du coup il veut récupérer son dû. Je ne sais pas si certains m'entendent, en tout cas, certains supporters du Paris Saint-Germain qui vous êtes supporters de Kylian Mbappé, il va falloir, je pense, que vous puissiez vous laver les yeux pour pouvoir voir exactement ce que cet homme est en train de faire à ce club. Puisque dans le litige en fait qui l'oppose au club, il va jusqu'à saisir les comptes du Paris Saint-Germain pour pouvoir récupérer son dû, sachant que lui a eu des propos, que ça soit en privé ou même en public, hein, on l'a tous, bien sûr, cette conférence d'après-match où il dit qu'il s'est entendu avec le club pour pouvoir trouver le meilleur compromis possible et faire en sorte que, voilà, en gros, bah, il puisse laisser pourtant ses primes ou autre chose. Euh, je sais pas si vous vous en rendez compte un petit peu de la folie, de l'ego de la personne, là où beaucoup de supporters du Real Madrid aujourd'hui se rendent compte un peu parfois de la supercherie du bonhomme et de l'ego surdimensionné de cet homme. Euh, Ce qui est vraiment dommage parce que très clairement ça entache surtout bah, ses vraies qualités de footballeur puisqu'il ne se concentre pas assez sur le terrain et reste surtout sur d'autres choses que le terrain. Moi, je trouve réellement dommage parce qu'il ne continue pas à rester sur ces éléments-là, alors qu'il avait totalement l'opportunité de pouvoir faire différemment, de trouver une solution à l'amiable. Le club veut chercher une solution à l'amiable, mais c'est lui qui veut ne pas forcément aller au combat, au bras de fer, mais tout simplement faire chier le club
En tout cas, c'est dommage, puisque ça entache vraiment sa fin avec le Paris Saint-Germain. Et quitte à peut-être qu'il y ait une confrontation contre le Real Madrid, on le saura ce mercredi soir, puisque au moment où je suis en train de tourner ça, ce podcast, il est lundi soir. Euh, on verra bien comment ça va se passer. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de crainte parce que son retour, je pense qu'il ne sera pas forcément très bien accueilli au Parc des Princes. Les gens sont vraiment en train de se rendre compte de son réel visage et de l'impact qu'il peut avoir, que ce soit sur le bon et le mauvais côté. Donc c'est vraiment dommage de sa part qu'on puisse y en arriver là, en tout cas pour Kylian Mbappé. Autre information qui est sortie côté Paris Saint-Germain, c'est que Luis Campos se serait peut-être positionné pour pouvoir, je ne sais pas si vous arrivez à le comprendre, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, ça peut être exceptionnel». Mais le mais Luis Campos se serait peut-être positionné pour pouvoir faire en sorte que le Paris Saint-Germain recrute Rodrigo Mora. Les garçons, les femmes, les amis, les enfants, allez regarder sur internet qui est Rodrigo Mora. Il a 17 ans, il a eu 17 ans il y a pas longtemps. C'est juste un joueur, c'est un crack générationnel. Il va juste être exceptionnel. Ce qu'il fait avec Porto, avec le peu de temps de jeu qu'il a, c'est juste très fort, à la fois techniquement, à la fois offensivement. Et même si, pour vous dire, à l'instant T où je suis en train de tourner le podcast, il y a une rumeur donc, qui a été dite par Olivier Talaron, comme quoi il aurait démenti Luis Campos, qui serait sur les côtes en gros de Rodrigo Moura. C'est un menteur. Qui dit Luis Campos dit enfant. Bien sûr, enfant dans le bon sens, mais qui dit Luis Campos dit recruteur de très jeunes talents. Et quand je dis enfant, bah, c'est un enfant, pourquoi? Parce que Rodrigo Mora, il a 17 ans, quoi. Bon, bref, vous m'avez compris. Qui dit jeune talent très fort, talentueux, générationnel, dit Luis Campos. Qui dit Rodrigo Mora, dit Luis Campos. Donc je pense que c'est une info qui est sortie comme ça. Elle va pas faire beaucoup de bruit, ou peut-être elle fait beaucoup de bruit à l'instant T. Ça va peut-être générer beaucoup d'échanges avec beaucoup d'autres clubs. Mais je pense que ce petit-là, il va pas être insensible au Paris Saint-Germain. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse commencer la saison prochaine, ou, puisque dans le cas où il est exactement expliqué, le but ce serait de pourquoi pas le recruter et de l'acheter grâce à une clause qui serait à moins de 100 millions. Donc la clause actuelle pour pouvoir l'acheter est de 67,5 millions d'euros. Et de pouvoir le laisser en prêt une année supplémentaire à Porto pour qu'il puisse tout simplement se faire les dents, être un petit peu plus titulaire, et après qu'il puisse venir au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que dans ce sens-là, ça peut être extrêmement intelligent pour le Paris Saint-Germain. Ça permettrait de pouvoir raviver énormément de talents, un autre talent portugais. D'ailleurs, il faudra qu'on en fasse un podcast comme ça. D'ailleurs, je lance la perche d'ailleurs à mes amis, à Michael, l'intervenant, ou à vous qui écoutez ce podcast. Mais va falloir parler de ce petit pays du Portugal là, qui, en fait, eux, s'ils sortent un joueur moyen de taille ou petit de taille, il est super fort. Je sais pas, mais en fait, si ces mecs-là n'arrivent pas à contrôler le football dans quelques années, au bout d'un moment, je pense que messieurs, il faut faire quelque chose, très clairement. En fait, il va falloir vraiment se rendre compte à quel point ces personnes-là, et ce pays-là est extrêmement fort dans le football. Donc voilà, à voir ce que ça pourrait donner sur le plan footballistique et surtout dans les prochains moments. Bref. Au-delà de toutes ces petites infos, qu'est-ce qu'on a eu aussi comme petite info intéressante? On a eu donc Alejandro Balde qui est forfait pour la finale de la coupe du Roi face au Real Madrid, donc qui se jouera dans quelques jours après la demi-finale, le quart de finale de Ligue des Champions. Pour lui, l'objectif ce serait de revenir pour les demi-finales de la Champions League. Attention, puisque du coup le Barça, niveau banc, ça reste une très très bonne équipe qui est sur une très très bonne dynamique et pour moi dans le top 2, top 3 des meilleures équipes actuellement au monde avec le Paris Saint-Germain. Mais là où ça pourrait pourquoi pas faire défaut à ce FC Barcelone, c'est peut-être le banc. Parce qu'une fois qu'il commence à y avoir peut-être un, deux absents côté FC Barcelone, ça devient un petit peu plus fébrile. Et sachant que Alejandro Balde est un des joueurs forts de ce FC Barcelone-là, est-ce que ça donnerait peut-être pas une chance au Real Madrid de pouvoir gagner encore un titre dans une saison qui est bien morose?
Je pense que oui et non, mais bon, en tout cas, à voir comment ça pourrait se passer. Autre chose qui s'est passé un petit peu plus dans le foot, bah, on a vu hein, l'hécatombe qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille avec cette nouvelle défaite qu'il y a pu y avoir en championnat. On voit que bah, les nerfs sont très tendus, à la fois entre les coachs et l'organisation avec le club et la direction, ou même le coach ou les joueurs. J'ai plus l'impression que au fur et à mesure, plus les mois passent, plus les semaines passent, et on voit que bah, tout simplement, De Zerbi n'est peut-être pas l'homme de la situation, à force d'être trop irrégulier avec son club, à force d'être trop irrégulier dans ses compositions, à force de choix qui ont été forts ou plus ou moins forts, ou même lui qui s'est retrouvé tout simplement piégé de sa propre communication. Ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je l'ai lancé comme ça sur Twitter. Je pense que De Zerbi ne fera peut-être pas une deuxième saison à l'Olympique de Marseille et que je pense vraiment qu'il n'est pas l'homme de la situation et il faudrait que l'OM puisse commencer à pouvoir créer en fait sur autre chose, euh, commencer à s'anticiper, aller sur quelque chose, trouver peut-être un entraîneur qui aurait plus de caractère que chercher forcément du beau jeu entre guillemets puisque dans les résultats, ça n'aura pour l'instant pas marché, très clairement. L'Olympique de Marseille est peut-être dans le top 3, top 5 des équipes avec le plus gros effectif de Ligue 1 et actuellement dans le top 3 des équipes avec le plus gros budget de Ligue 1. Et aujourd'hui, ce qu'il montre sur le terrain avec un seul match par semaine est bien trop suffisant, et voire très insuffisant pour pouvoir générer une place en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on se rend compte que même avec cette avance-là, ça reste très compliqué pour pouvoir continuer à tenir le podium. Ce qui les sauve, bah, pour moi, c'est forcément les confrontations en Ligue 1 avec leur calendrier et le fait que les équipes qui soient derrière eux, en fait, sont pour l'instant peut-être pas aussi fortes qu'on ne le pense pour pouvoir les dépasser. Puisque même dans ce week-end qui vient de se suivre, on a vu hein, que des équipes ont pu faire à la fois des faux pas, là où ils pouvaient, pourquoi pas, passer devant eux, notamment avec Strasbourg. Donc voilà, à voir exactement ce que ça pourra donner avec cet Olympique de Marseille. Moi, pour moi, je pense que De Zerbi, il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter les frais, il faudrait faire en sorte que cette équipe-là puisse repartir sur de très bonnes bases. On est, je pense, sur un projet qui est plus que vieillissant, avec des joueurs qui sont de moins en moins fiables. À la fois Benasser, qui a été recruté en hiver lors du mercato, qui était peut-être comme un des sauveurs et qui, au final, dans le rendement, bah, n'a pas été si bon que ça, a sorti peut-être un ou deux bons matchs, mais derrière ça, c'est très compliqué et très très difficile. On voit un mec comme Rabiot qui commence à perdre un peu plus ses nerfs et peut-être qu'on verra enfin son vrai visage du côté de la Canebière. Un joueur comme Holberg qui reste très important pour le club mais qui est trop seul et trop vieillissant. On ne laisse pas assez la place aux joueurs qui veulent montrer aussi, à la fois les jeunes. Une attaque et un front d'attaque qui est bien trop insuffisant avec un Luis Enrique qui est très compliqué, qui avait fait un très bon début de saison, mais qui pour moi était dans la surperformance. Pareil pour un Mason Greenwood, qui on se rend compte que c'est plus un flemmard qu'autre chose, qui malgré tout avait commencé par un très bon début de saison, mais plus les matchs avancent et plus il n'a plus envie de rentrer dans la difficulté. Donc au bout d'un moment, avec toutes ces interrogations, on se pose réellement la question de bah, quel est le vrai niveau de l'OM. Est-ce que en ce début de saison qui s'est passé, est-ce que l'OM n'a pas surperformé et les équipes n'ont pas sous-performé? Et quand les équipes au final retrouvent peut-être leur vrai niveau, est-ce que Marseille n'est peut-être pas avec leur effectif en dessous de ce que l'on pense? Ça, c'est une très bonne chose et bien sûr, je jette un pavé dans la mare et j'inviterai, si possible, Ruben, capitaine Ruben, qu'on puisse en parler avec un grand plaisir, qu'on puisse faire un grand dossier sur l'Olympique de Marseille, peut-être en fin de saison, ce serait magnifique. Dernière chose, encore en passant un dernier grand bonjour à mon copain Kevin Macassi, bien sûr, du MaxSpace, en étant très fier de ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain et de ce que c'est en train de lui faire comme opportunité. Donc, gros big up à toi, mon frérot, et en espérant bien sûr te revoir hein, sur nos podcasts, qu'on puisse faire un maximum de live. Je reviendrai bien sûr dans les spaces. Hein, si je ne peux pas venir, c'est normal, c'est parce que je travaille, donc c'est très compliqué. Enfin bref, on va pas forcément rentrer dans le perso. Mais voilà, en tout cas, tu sais très bien que la porte est ouverte et on peut parler à la fois du Congo et bien sûr, on en parlera quand il y aura les barrages potentiels à la Coupe du Monde ou les derniers matchs qui vont se passer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde
en Afrique. Voilà. Moi, je voulais parler en tout cas de tout ça. C'était aujourd'hui le meilleur moyen pour moi de pouvoir vous parler un peu de ce match aller et aussi de ce match retour, de qui peut se passer avec le Paris Saint-Germain. Le match retour va notamment bien se passer, très clairement. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de soucis. Le PSG va pouvoir se qualifier en ne perdant pas. Voilà, j'ai pas forcément envie d'être inquiet sur cette équipe-là. Mentalement, elle a pris un gap depuis déjà l'année dernière avec la contre-performance contre Dortmund, puisqu'on ne le dit pas assez, mais c'était une contre-performance pour ce type d'équipe. Euh, et puis surtout, on voit en fait que cette équipe-là est en très bonne progression, à la fois sur le plan mental, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le à la fois sur le point de vue technique ou même tactique, pardon. Donc à voir exactement ce que ça va donner sur du très très gros terme et du très long terme avec cette équipe-là. Je pense qu'on va se qualifier en demi-finale. Maintenant, quid de est-ce que ce sera Arsenal ou le Real Madrid? Moi, j'aimerais énormément, personnellement, que ce soit le Real Madrid. Arsenal, c'est une bonne équipe qui me fait quand même un petit peu peur puisqu'elle a énormément de qualité pour pouvoir nous faire tomber. Si peut-être autant de qualité que Liverpool pour pouvoir nous faire deux matchs qui soient plus que très forts. C'est une équipe qui défend très bien, une équipe qui est capable d'être solide à la fois défensivement pour pouvoir marquer et être froid clinique sur ces derniers matchs offensivement, ce qui leur manquait, je pense, sur les dernières saisons en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être la bonne année pour Liverpool, bonne année pour Arsenal ou la bonne année pour le Real Madrid? Je ne sais pas. Le Real Madrid, je les vois personnellement un peu trop faibles collectivement. J'ai l'impression de revoir un peu l'arc du Paris Saint-Germain 2019-2023 avec les Messi, Neymar, Mbappé devant et ils ont la même chose avec Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Mbappé. Chacun joue pour sa gueule, défensivement trop faible, au milieu de terrain pas assez costaud. Il n'y a que le gardien qui tient la baraque et encore. Donc voilà, c'est une année qui va être très compliquée pour le Real. Ils ont besoin de faire un très très gros recrutement, de je pense repartir totalement à zéro avec un nouveau coach où il faut très clairement tourner la page, même si oui, il nous a fait des remontadas, oui, il est revenu, il nous a fait gagner des Ligues des Champions. Il faudrait arrêter en fait cette nouvelle manie et je pense pour le Real Madrid vraiment passer sur un projet qui soit plus que attrayant pour les joueurs, à la fois d'être une équipe qui joue, puisqu'en vue des possibles recrutements qui vont arriver, donc avec l'arrivée peut-être de Trent Alexander-Arnold ou peut-être Alphonso Davies, même s'il a aujourd'hui prolongé, ou d'autres joueurs qui pourraient s'ajouter, peut-être un William Saliba ou d'autres attaquants, ou milieu de terrain. Je pense qu'il faut repartir sur des bases saines avec un coach qui va apporter de la rigueur, qui va faire travailler les joueurs, notamment Mbappé, qui va faire en sorte que ces joueurs-là puissent s'occuper un petit peu plus davantage du terrain et non de l'extra. Donc à voir exactement comment ça va se passer. En tout cas, merci de m'avoir écouté pendant cette petite période de ce podcast, ça fait super plaisir. Merci encore de continuer à me suivre, ça fait super plaisir. Je vois que vous commencez à revenir sur les podcasts, on va refaire bien sûr de la pub. Venez vous abonner sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Vous marquez Lolo Débrief Show. Vous n'hésitez pas à noter sur les différents podcasts pour que vous puissiez me dire exactement ce que vous voulez. Si vous voulez participer à un de mes podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS, un petit message. Vous me connaissez, je suis très réactif et je vais vous répondre à tout moment. Le prochain podcast, je vous l'ai dit, il arrive très très vite. C'est celui avec Monica, où on parle énormément de la dépression. Donc ce sera un hors-série. D'ici là, prenez soin de vous. Bien sûr, allez Paris. Et puis bien sûr, on va se donner suite. Je pense que d'ici fin de semaine pour qu'on puisse prendre un petit peu le temps et qu'on décide exactement et qu'on débriefe ce qui s'est passé. Et je l'espère qu'on va débriefer de façon plus positive sur la possible qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions 2024-2025. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, que Dieu vous protège la MIF. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.